Jake Harrison ajusta son col en franchissant les portes massives de la salle d'assemblée galactique. Le bâtiment était immense, plus grand que tout ce que l'humanité avait jamais construit. Ses murs étaient faits d'une sorte de cristal qui brillait d'une douce lumière bleue. Le plafond était si haut que Jake en voyait à peine le sommet. C'est ici que se prenaient les décisions les plus importantes de la galaxie. Derrière Jake marchait le colonel Lisa Carter, son uniforme militaire impeccable et impeccable. Elle gardait un visage calme, mais Jake pouvait voir la tension dans ses épaules. À côté d'elle se trouvait Danny Walsh, un jeune homme portant une mallette pleine de documents. Danny semblait nerveux. C'était sa première fois hors de la Terre, et tout ici était étrange et nouveau. Les trois humains se dirigèrent vers leur siège, à une petite table près du centre de l'immense salle. Autour d'eux étaient assis des représentants. Jake, issu de 12 espèces extraterrestres différentes, les avait tous étudiés, mais les voir en personne était toujours aussi choquant. Les Zéphiriens ressemblaient à des insectes géants. Leur chef, le principal orateur, possédait 4 bras et des yeux rougeoyants. Sa bouche claquait et bourdonnait lorsqu'il parlait. Les Vortani étaient faits de cristal vivant, leur corps reflétant la lumière selon des motifs arc-en-ciel. Leur général Texka était 2 fois plus grand qu'un humain, et son corps était recouvert d'arêtes vives. Les plus étranges étaient les nébuliens. C'étaient des nuages de gaz qui, d'une manière ou d'une autre, restaient groupés en formes humanoïdes grossières. Leur orateur, Whisper, flottait au-dessus d'une chaise spéciale qui l'aidait à maintenir sa forme stable. Lorsqu'il parlait, sa voix résonnait comme le vent dans les feuilles. Jake s'assit et posa ses mains sur la table. Il avait été le plus haut diplomate de la Terre pendant 15 ans, mais c'était là le plus grand défi de sa carrière. Les 12 espèces extraterrestres n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant. D'habitude, elles se battaient ou s'ignoraient complètement, mais l'humanité les avait effrayées au point de former une alliance. Klax, le premier orateur, se leva. Ses avant-bras s'écartèrent et ses mandibules claquèrent bruyamment. Le bruit résonna dans la salle comme du verre brisé. « Délégation humaine », dit Klax d'une voix glaciale. « Nous sommes réunis, ici aujourd'hui, pour vous offrir un chemin vers la paix. Votre espèce s'est répandue trop rapidement à travers la galaxie. Vous avez conquis trop de monde, construit trop de colonies. Cette croissance agressive menace l'équilibre établi depuis des millénaires. Jake écoutait sans bouger. Il s'y attendait. Les humains n'exploraient et colonisaient l'espace que depuis 200 ans. Mais ils avaient connu un franc succès. Ils possédaient désormais des colonies sur plus de 300 mondes. La plupart des espèces extraterrestres avaient mis des milliers d'années à se propager aussi loin. Le général Texka s'avança. Son corps de cristal captait la lumière et projetait des motifs colorés sur les murs. La coalition galactique a préparé les conditions de paix, dit-il. Sa voix résonnait comme une pierre à aiguiser. Ces conditions sont généreuses. Nous aurions pu tout simplement détruire vos colonies, mais nous avons choisi d'être cléments. Danny Walsh ouvrit sa mallette et en sortit un enregistreur. Jake hocha la tête. Tout ce qui se disait ici devait être rapporté sur Terre.
Whisper flottait plus près de la table humaine. Sa forme gazeuse tourbillonnait et se transformait tandis qu'il parlait. « Les conditions sont simples, murmura-t-il. D'abord, l'humanité doit abandonner le contrôle de 70% de vos colonies actuelles. Vous ne pouvez conserver que les mondes les plus proches de votre système d'origine. » Jake sentit Lisa tendue à ses côtés, mais il garda un visage impassible. Renoncer à 70% de leur colonie reviendrait à abandonner des millions d'humains. Cela signifierait également renoncer aux ressources que ces mondes fournissaient. Deuxièmement, poursuivit Clax, l'humanité doit accepter des limites permanentes à la croissance démographique. Aucun monde humain ne peut compter plus de 50 millions d'habitants. Aucune nouvelle colonie ne peut être établie sans l'approbation de la coalition. Jake faillit sourire. Les extraterrestres ne comprenaient visiblement pas le fonctionnement des humains. Limiter la population et l'expansion humaine revenait à tenter d'empêcher l'eau de couler. Troisièmement, dit Texka, toutes les forces militaires humaines doivent être réduites de 80%. Les vaisseaux et les soldats restants seront soumis à la surveillance et à l'inspection de la coalition. C'était encore pire que ce que Jake avait imaginé. Sans leur armée, les humains seraient complètement sans défense. N'importe quelle espèce extraterrestre pourrait les attaquer à volonté. Quatrièmement et enfin, murmura Whisper, l'humanité doit payer des réparations pour les perturbations causées par votre expansion. Le montant équivaudra à la production économique totale de tous vos mondes pour les 50 prochaines années. Le silence retomba dans la salle. Jake observa les visages extraterrestres qui le fixaient. Certains semblaient satisfaits et suffisants. D'autres curieux de voir sa réaction. Quelques-uns semblaient presque désolés de ce qu'ils exigeaient. Jake se leva lentement. Il redressa sa veste et regarda chaque représentant extraterrestre dans les yeux. « Merci d'avoir présenté vos conditions, » dit-il d'une voix calme et claire. « J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. » Les extraterrestres se penchèrent en avant, attentifs à tout ce que vous disiez. Ils s'attendaient à ce qu'il entame des négociations ou demande des modifications aux conditions. Au lieu de cela, Jake se tourna vers Lisa et Danny. « Rassemblons nos affaires, » dit-il. « On s'en va !» Danny resta bouche bée. « Monsieur, » dit-il doucement. « Vous m'avez entendu, » répondit Jake. « On a terminé. » Lisa referma sa mallette avec un bruit sec. Danny fouillait dans son enregistreur et ses papiers, les mains tremblant légèrement. Les représentants extraterrestres semblaient perplexes. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Orateur principal. Les mandibules de Clax claquèrent rapidement. « Vous ne pouvez pas partir comme ça, » dit-il. « Ces conditions sont définitives. Il n'y aura pas de meilleure offre. » Jake ramassa son manteau sur le dossier de sa chaise. « Je comprends, » dit-il. « Et notre réponse est « non, nous rejetons totalement vos conditions. » Le général Texka s'avança, son corps de cristal rayonnant de plus belle. « Vous ne comprenez pas la situation, » dit-il. « Nous sommes 50 fois plus nombreux que vous. Nos flottes combinées pourraient détruire tous les mondes humains en quelques mois. Vous n'avez d'autre choix que d'accepter. » Jake se dirigea vers la porte, suivi de Lisa et Danny. Il marqua une pause et se retourna pour faire face aux extraterrestres rassemblés. « Vous avez raison, vous êtes plus nombreux que nous, » dit-il. « Vos flottes sont plus nombreuses que les nôtres, » dit-il. « Mais vous avez tort sur un point. »« Qu'est-ce que c'est » murmura Whisper.
Jake sourit pour la première fois depuis son entrée dans la salle. Ce n'était pas un sourire joyeux. Tu as tort de penser que nous n'avons pas le choix, dit-il. On a toujours le choix, et nous choisissons de partir. Les trois humains quittèrent la salle, leurs pas résonnant dans le silence soudain. Derrière eux, 12 espèces extraterrestres différentes étaient assises, stupéfaites. Ils avaient prévu la colère humaine, des négociations désespérées, des supplications et des marchandages. Ils n'avaient pas prévu cette dignité simple et silencieuse. Jake Harrison venait de commettre un acte qu'aucune espèce extraterrestre n'avait jamais commis auparavant. Il avait quitté la coalition galactique sans peur, sans colère et sans un regard en arrière. Les extraterrestres regardèrent les portes se refermer derrière la délégation humaine et comprirent qu'ils avaient peut-être commis une terrible erreur. La réunion d'urgence commença 3 heures après le départ des humains. La salle de réunion galactique vibrait d'une énergie nerveuse, tandis que les représentants extraterrestres se rassemblaient autour de la table centrale. Aucun d'eux ne tenait en place. Les Zéphiriens claquaient constamment de leurs mandibules. Les cristaux Vortani vacillaient en changeant rapidement de couleur. Même les nébulons, habituellement calmes, tourbillonnaient plus vite que d'habitude. Klax, le premier orateur, faisait les 100 pas, ses avant-bras gesticulant avec agitation. « Cela ne change rien, déclara-t-il. Les humains jouent un jeu. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont forts, mais nous savons qu'il n'en est rien. Ils reviendront d'ici quelques jours, implorant notre pitié. » Le corps de cristal du général Fexka brillait d'un rouge vif. D'accord. Aucune espèce ne peut survivre seule face à la galaxie entière. Les humains sont des créatures émotionnelles. Ils ont agi sous l'effet de la colère, mais la logique les ramènera. Whisper flottait au-dessus de sa chaise, sa forme gazeuse plus dispersée que d'habitude. Mes modèles économiques montrent que l'humanité ne peut survivre sans le commerce galactique. Leurs colonies dépendent des importations en provenance de 17 systèmes différents. Coupez ces approvisionnements et leurs mondes mourront de faim d'ici 6 mois. Les autres représentants extraterrestres acquiescèrent. L'ambassadeur Helix, une grande créature reptilienne aux écailles vertes, siffla doucement. Mon peuple a affaire à des traîtres humains depuis 50 ans. Ils ont besoin de nos minéraux rares pour leur technologie. Sans eux, leurs machines cesseront de fonctionner. Le commandant X de la Confédération stellaire tapota la table de ses griffes. Nous devons commencer le blocus immédiatement. Encercler l'espace humain avec nos flottes. Empêcher tous les vaisseaux d'entrer ou de sortir de leur territoire. Ils se rendront d'ici quelques semaines. Les extraterrestres passèrent les 4 heures suivantes à planifier leur riposte. Ils couperaient tout commerce avec les mondes humains. Ils empêcheraient les vaisseaux humains d'emprunter les principales voies spatiales. Ils convaincraient les espèces neutres de cesser de commercer avec les humains. C'était un plan parfait, et tous les extraterrestres présents étaient convaincus qu'il fonctionnerait. Pendant ce temps, sur Terre, la présidente Kate Morgan était assise dans le bureau ovale avec ses plus proches conseillers. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des ordinateurs et du bruissement occasionnel des papiers. Kate était présidente depuis 6 ans, mais elle n'avait jamais été confrontée à une crise pareille. Le secrétaire à la Défense Ryan Bell se tenait à côté d'un grand écran diffusant une carte de l'espace humain. Des points rouges marquaient chaque colonie humaine,
reliées par de fines lignes indiquant les routes commerciales et les voies de communication. Le message de Jake était arrivé il y a 1 heure, dit Ryan. Les extraterrestres ont rejeté notre contre-offre et ont exigé que nous acceptions leurs conditions immédiatement. Jake a fait exactement ce dont nous avions discuté. Il est parti. La chef d'état-major Amy Foster était assise en face de Kate, lisant les rapports des gouverneurs des colonies de l'espace humain. Les colonies extérieures demandent des instructions. Elles veulent savoir si elles doivent se préparer à la guerre. Kate secoua la tête. Pas la guerre. Tout autre chose. Elle se tourna vers l'homme assis tranquillement dans un coin. Combien de temps nous faut-il? Le docteur Charles Kim travaillait sur des plans d'urgence depuis 15 ans. C'était un homme petit et discret qui prenait rarement la parole en réunion, mais ses plans avaient façonné la politique humaine dans toute la galaxie. 48 heures pour mettre en œuvre la première phase, dit-il, et 2 semaines pour l'activation complète du protocole. Et les extraterrestres ne le remarqueront pas, demanda Amy. Charles sourit pour la première fois depuis des mois. Ils le remarqueront, mais ils ne comprendront pas ce qu'ils voient. Ils s'attendent à ce que nous paniquions et envoyions des messages désespérés pour implorer de l'aide. Au lieu de cela, nous allons disparaître. 3 jours plus tard, le blocus extraterrestre commençait. 12 flottes différentes se positionnèrent dans l'espace humain. La 3e flotte zéphirienne prit l'approche nord. Le groupe de combat Vortani contrôlait les routes commerciales orientales. Les vaisseaux nébuleux se répandirent comme un brouillard sur le sud. Il s'agissait de la plus grande opération militaire de l'histoire galactique. L'amiral Corks commandait l'opération depuis son vaisseau amiral, l'Éternelle Vigilance. Officier d'Helix, il possédait 40 ans d'expérience en guerre de blocus. « Tous les vaisseaux sont prêts », annonça son officier de communication. L'espace humain est entièrement encerclé. « Excellent, » répondit Corks. « Commencez à surveiller toutes les communications en provenance des mondes humains. Je veux savoir quand ils enverront un message de reddition. » Mais le message de reddition n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, quelque chose de bien plus étrange s'est produit. L'espace humain est devenu silencieux. Au début, les extraterrestres ont pensé que c'était normal. Les humains tenaient probablement des réunions d'urgence pour déterminer la marche à suivre. Mais les heures passèrent, puis les jours, et toujours aucune communication ne venait des mondes humains. « Monsieur », rapporta le lieutenant Vex depuis la station de communication, « nous ne captons aucun signal des colonies humaines. Pas de radio, pas de sous-espace, rien. » L'amiral Corks fronça les sourcils. « Vérifiez l'équipement. Il doit y avoir un dysfonctionnement. » L'équipement était en bon état. Les mondes humains avaient tout simplement cessé de communiquer entre eux, du moins de manière détectable par les extraterrestres. Les vaisseaux marchands qui circulaient habituellement entre les colonies humaines avaient disparu, d'après les capteurs. Le trafic intense qui remplissait habituellement l'espace humain avait tout simplement disparu. « C'est impossible, » murmura le commandant Texka en recevant les rapports. « Les humains sont des créatures sociales qui ont besoin d'une communication constante. Il devait y avoir un problème avec nos systèmes de surveillance, mais ceux-ci fonctionnaient parfaitement. Les extraterrestres pouvaient encore détecter. Communication avec toutes les autres espèces de la galaxie. Seuls les signaux humains avaient disparu.
2 semaines après le début du blocus, les premiers rapports véritablement inquiétants commencèrent à arriver. Le capitaine Zéal du vaisseau éclaireur Vortani Clarity avait reçu l'ordre d'observer la colonie humaine de New Boston à longue distance. Ce qu'il découvrit était absurde. La colonie semble normale, rapporta Zéal à ses commandants. Je vois des villes, des fermes, des zones industrielles, mais aucun navire n'arrive ni ne part. Pas de navire marchand, pas de ravitaillement, rien. Pourtant, les villes sont encore éclairées la nuit. Les gens continuent de circuler. On dirait qu'ils n'ont besoin de rien d'extérieur à leur monde. Les gens se déplacent toujours. On dirait qu'ils n'ont besoin de rien d'extérieur à leur monde. Des rapports similaires ont été rapportés par des éclaireurs, observant d'autres colonies humaines. Les mondes semblaient en bon état, mais ils étaient devenus complètement autonomes. Plus d'importation, plus d'exportation, plus de communication avec les autres systèmes. C'était comme si chaque monde humain était devenu un univers à part entière. Le général Texka convoqua une nouvelle réunion d'urgence. « Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions », admit-il aux autres dirigeants extraterrestres. « Les humains devraient être désespérés à présent. Leur colonie devrait être à court de provisions. Au contraire, elle semble fonctionner normalement. » Clax, le premier orateur, claqua nerveusement des mandibules. Peut-être avait-il plus de provisions en stock que prévu. Attendons un peu. Elles ne peuvent pas durer éternellement. Mais le doute commençait à s'insinuer dans les esprits extraterrestres. Le blocus était censé contraindre les humains à se rendre rapidement. Au lieu de cela, il semblait n'avoir eu aucun effet. Les humains avaient tout simplement disparu de la civilisation galactique, comme s'ils n'en avaient jamais fait partie. Un murmure tourbillonnait anxieusement au-dessus de sa chaise. Mes modèles économiques supposaient que les colonies humaines dépendaient du commerce galactique. Si elles peuvent survivre sans lui, alors tout ce que nous savons d'elles est faux. Les extraterrestres maintenaient leur blocus, mais la confiance s'effritait. Ils s'attendaient à voir des mondes humains en difficulté, des dirigeants humains plaider pour des négociations, des colonies humaines s'effondrer faute de ravitaillement. Au lieu de cela, ils ne virent rien. L'espace humain était devenu un trou noir dans la civilisation galactique, engloutissant leurs espoirs sans rien leur donner en retour. Dans l'obscurité de l'espace autour des mondes humains, des équipages extraterrestres commencèrent à chuchoter entre eux. On leur avait dit que ce serait une opération rapide, une simple démonstration de force qui mettrait les humains à genoux. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à un vide, se demandant s'ils avaient complètement sous-estimé leur ennemi. Les humains n'avaient pas riposté, n'avaient pas envoyé de message de colère, n'avaient rien fait de ce que les extraterrestres attendaient. Ils avaient tout simplement disparu, laissant la coalition galactique se demander ce qu'ils avaient bien pu déclencher en forçant l'humanité à l'isolement. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début du blocus. L'amiral Cork se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, les yeux rivés sur des rapports incompréhensibles. Son officier de communication, le lieutenant Vex, s'approcha avec une nouvelle qui ne ferait qu'ajouter à sa confusion. « Monsieur, les patrouilleurs rapportent la même chose. Les colonies humaines ne se contentent pas de survivre. Elles se développent. Nouveaux bâtiments, fermes agrandies et même de nouvelles villes.
C'est comme si le blocus n'existait pas pour eux. Corks frotta son front écailleux. En 40 ans de service militaire, il n'avait jamais rien vu de tel. Comment est-ce possible? Montrez-moi encore les scans détaillés de New Boston. L'écran principal s'illumina d'images de la colonie humaine. 6 mois plus tôt, New Boston était un monde pionnier typique, avec des fermes rudimentaires et de petites usines. Aujourd'hui, la situation était radicalement différente. De nouveaux complexes industriels couvraient des vallées entières. Des capteurs solaires s'étendaient sur des régions désertiques. Les installations souterraines étaient visibles grâce à l'imagerie thermique. Ils ne se contentent pas d'entretenir leurs anciens systèmes, observa le navigateur Chen, un officier subalterne qui avait étudié les scanners. Ils en construisent de nouveaux, de meilleurs systèmes, des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Pendant ce temps, au cœur du centre de renseignement zéphirien, l'agent Clicta rencontrait des difficultés similaires pour comprendre ces données de surveillance. Le maître espion insectoïde observait les communications humaines depuis des mois, sans rien trouver d'utile. Les humains n'utilisaient aucun moyen de communication connu. Ils devaient bien communiquer entre eux, expliqua Clictar à son assistant. Aucune espèce ne peut se coordonner entre plusieurs mondes sans communication, mais nos capteurs ne détectent rien. Oh, qui. Ce que Clictar ignorait, c'est que les humains avaient développé des moyens de communication entièrement nouveaux. Le docteur Monica Hayes, assise dans son laboratoire sur Terre, observait ces nouveaux systèmes avec satisfaction. C'était une petite femme aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, mais son esprit était l'un des plus affûtés de l'espace humain. Le réseau de liaison quantique fonctionne parfaitement, rapporta-t-elle à la présidente Kate Morgan lors de leur point de presse hebdomadaire. Tous les mondes humains sont connectés, mais les extraterrestres ne peuvent pas détecter nos signaux. Ils recherchent des ondes radio et des transmissions subspatiales, mais nous utilisons quelque chose de complètement différent. Kate hocha la tête. Et les rapports industriels. Ryan le dit. Moi, les colonies dépassent tous les objectifs de production. Monica sourit. C'est ça qui est beau. Pendant 50 ans, nous avons acheté des choses aux extraterrestres parce que c'était plus facile que de les fabriquer nous-mêmes. Mais nous avons toujours conservé le savoir-faire nécessaire pour fabriquer tout ce dont nous avions besoin. Le blocus nous a obligés à utiliser ce savoir-faire. Elle a ouvert un graphique sur son ordinateur. Regardez ces chiffres. La production alimentaire a augmenté de 30% dans toutes les colonies. La production d'énergie a doublé. La capacité de production a triplé. Nous ne survivons pas seulement sans commerce extraterrestre. Nous nous en sortons mieux que jamais grâce à lui. La vérité était encore plus impressionnante que ce que Monica laissait entendre. Les humains ont toujours su s'adapter et s'améliorer. Lorsqu'ils ne pouvaient pas acheter de technologie extraterrestre, ils en fabriquaient leur propre version. Mais ils ne se contentèrent pas de copier ce qu'ils avaient naissance vu. Ils l'améliorèrent. Sur la planète colonie de New Denver, l'ingénieur en chef Pete Johnson fit visiter aux visiteurs sa nouvelle usine. Le bâtiment était 2 fois plus grand que tout ce que la colonie possédait avant le blocus, et il produisait des matériaux plus résistants et plus légers que tout ce que fabriquaient les extraterrestres. Des matériaux plus résistants et plus légers
que tout ce que les extraterrestres avaient fabriqué. Le secret réside dans la structure moléculaire, expliqua Pete à la gouverneure Sarah Williams. Les métaux extraterrestres sont résistants mais inefficaces. Trop de déchets, trop d'énergie nécessaire pour les traiter. Nous avons trouvé comment faire mieux. Sarah observa les graphiques de production avec stupéfaction. Ces chiffres indiquent que nous produisons des matériaux plus avancés que les cristaux Vortani. C'est exact, sourit Pete. Et nous le faisons avec les ressources que nous trouvons. Ici même, à New Denver, aucune importation n'est nécessaire. Des histoires humanimaires se répétaient sur des centaines de mondes humains. La colonie de New Texas avait développé de nouvelles méthodes agricoles qui produisaient plus de nourriture par acre que quiconque ne l'aurait cru possible. La Nouvelle-Californie avait construit des réacteurs à fusion plus petits et plus efficaces que les gigantesques centrales extraterrestres. La station de New York avait créé des systèmes de fabrication permettant de fabriquer presque tout à partir de matières premières de base. Mais la découverte la plus choquante fut celle du capitaine Linda Ross, commandant du vaisseau humain Wanderer. Son vaisseau se trouvait hors de l'espace humain lorsque le blocus a commencé, et elle avait passé des mois à regagner son foyer avec précaution. Ce qu'elle a découvert en atteignant enfin le territoire humain a bouleversé tout ce que les extraterrestres pensaient sans y savoir. Demande d'autorisation d'accoster à la station de New Boston. Linda a transmis la station à la colonie. Autorisation accordée. Le capitaine Ross a reçu la réponse. Amarrage au poste 7. Alors que le vaisseau de Linda approchait de la station, elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. La station de New Boston n'était qu'un simple comptoir commercial 6 mois plus tôt. C'était désormais un complexe gigantesque qui rivalisait avec les plus grandes installations extraterrestres. Plus important encore, il était défendu par des systèmes d'armes qu'elle ne reconnaissait pas. Contrôle de la colonie. Que sont ces plateformes défensives ? Demanda-t-elle. Nouvelle grille défensive, répondit-elle d'un ton détaché. Ne vous inquiétez pas, ils reconnaissent la signature de votre vaisseau. Vous êtes autorisé à approcher. Après l'amarrage, Linda rencontra le commandant de la station, Bob Taylor, un vieil ami de la force de défense coloniale. Bob, que s'est-il passé ici ? Cet endroit semble capable de repousser une flotte extraterrestre entière. Bob sourit d'un air sombre. C'est possible. Nous avons tous reçu les mêmes ordres au début du blocus. Devenir complètement autonome et être prêt à nous défendre. Il s'avère que lorsque les humains se décident à agir, nous pouvons accomplir des miracles. Il conduisit Linda à une plateforme d'observation surplombant le chantier principal. Tu vois ce vaisseau en construction là-bas ? Il est 3 fois plus grand que tous les vaisseaux humains que nous ayons jamais construits. Et il utilise des technologies que les extraterrestres n'ont jamais vues. Nous ne sommes plus la même espèce qu'il y a 6 mois, Linda. Les extraterrestres commençaient à comprendre la même chose. Le général Texka examina les rapports de renseignement de l'ensemble de l'espace humain avec une inquiétude croissante. Tous les mondes humains présentaient le même schéma. Croissance industrielle rapide, nouvelles technologies, défense renforcée et indépendance totale vis-à-vis de la civilisation galactique. C'est impossible, déclara-t-il au premier président Clax lors de leur conférence d'urgence.
Aucune espèce ne se développe aussi vite. Il faut des milliers d'années pour bâtir des civilisations avancées. Les mandibules de Clax claquèrent nerveusement, à moins qu'ils ne possèdent déjà le savoir et choisissent simplement de ne pas l'utiliser. Cette possibilité fit froid dans le dos des dirigeants extraterrestres. Si les humains avaient délibérément restreint leurs capacités, alors tout ce que les extraterrestres pensaient savoir sur l'humanité était faux. L'espèce qu'ils considéraient comme jeune et primitive pourrait en réalité être bien plus avancée qu'eux. Whisper tournoyait anxieusement au-dessus de sa chaise. Mes analystes économiques ont étudié les données. Les colonies humaines produisent désormais des biens supérieurs à tout ce qui existe sur les marchés galactiques. S'ils le voulaient, ils pourraient détruire nos économies simplement en nous faisant concurrence. Mais ils ne nous font pas concurrence, fit remarquer l'amiral Corks. Ils ne commercent avec personne. Ils se sont complètement coupés du monde. C'était la prise de conscience la plus effrayante. Les extraterrestres espéraient soumettre l'humanité en coupant le commerce. Au lieu de cela, ils l'avaient libérée de toute nécessité de participer à la civilisation galactique. Les humains étaient devenus totalement indépendants, et cette indépendance les rendait chaque jour plus forts. Le Dr Monica Hayes examina les derniers rapports avec une satisfaction discrète. Le protocole fantôme fonctionnait exactement comme prévu. Pendant 50 ans, scientifiques et ingénieurs humains s'étaient préparés en silence à l'éventualité de devoir survivre seuls dans la galaxie. Ils avaient développé des technologies, créé des systèmes de secours et planifié une autonomie complète. Les extraterrestres leur avaient fourni l'excuse parfaite pour mettre en œuvre tout ce qu'ils avaient préparé. Le blocus ne détruisait pas la civilisation humaine. Il permettait à l'humanité de montrer ce qu'elle était réellement capable d'accomplir en cessant de dépendre des autres et en se concentrant sur ses propres capacités. Dans son bureau privé, le successeur de la présidente Kate Morgan, le président Kevin Turner, a lu le rapport final avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté, car l'humanité avait prouvé qu'elle pouvait prospérer de manière indépendante. Inquiétude, car elle aurait pu devenir quelque chose que le reste de la galaxie. Je ne pouvais pas comprendre ou accepter que les humains n'étaient plus la même espèce qui avait quitté les pourparlers de paix 6 mois auparavant. Ils avaient évolué, s'étaient adaptés et avaient grandi au-delà des limites qui régissaient toutes les autres civilisations galactiques. La question était maintenant de savoir ce qu'ils feraient de leur nouvelle indépendance. La question était maintenant de savoir ce qu'ils feraient de leur nouvelle indépendance. 2 ans s'étaient écoulés depuis que les humains avaient abandonné les négociations de paix. L'Empire Krolek observait le blocus avec une impatience croissante. Contrairement aux autres espèces extraterrestres, les Kroleks étaient avant tout des guerriers, jamais des diplomates. Leur chef suprême, Brutax, en avait assez d'attendre la reddition des humains. Ce blocus est inutile, rugit Brutax lors de la réunion de la coalition galactique. Il était massif, même pour les Kroleks, avec une épaisse armure recouvrant son corps et des cicatrices de centaines de batailles marquant sa peau. Nous aurions dû attaquer immédiatement. Chaque jour d'attente renforce les humains. Le premier orateur Clax tenta de maintenir l'ordre. Le blocus fonctionne. L'espace humain reste isolé. Ils ne peuvent pas menacer personne s'ils ne peuvent pas se quitter leur territoire. Impossible de quitter leur territoire. Brutax rit, un bruit semblable à un grincement de métal.
Mes éclaireurs signalent des vaisseaux humains traversant des secteurs où nous ne les avons jamais vus auparavant. Ils ne sont pas piégés. Ils se cachent. Le corps de cristal du général Texka s'illumina d'un rouge furieux. Impossible. Nos flottes surveillent chaque approche de l'espace humain. Rien n'y entre ni n'en sort. Brutax frappa du poing la table, brisant la surface cristalline extraterrestre. Vos flottes sont aveugles. J'en ai assez d'attendre. L'Empire Krolex vous montrera comment gérer les humains primitifs. En quelques jours, Brutax avait rassemblé la plus grande flotte de guerre de l'histoire de Krolex. 500 navires de guerre, dont l'imposant Dreadnought Bone Crusher, se préparaient à attaquer les colonies humaines de la bordure extérieure. Il s'agissait de colonies humaines plus récentes, éloignées de la Terre, et les Krolex pensaient qu'elles seraient mal défendues. L'amiral Vos commandait la 3e flotte Krolex depuis son vaisseau amiral, le Skullbreaker. C'était le général le plus fidèle de Brutax, un vétéran de dizaines de campagnes victorieuses contre des espèces plus faibles. « Tous les vaisseaux sont prêts », annonça son officier de communication. La cible est la colonie humaine de New Phoenix. « Excellent », répondit Vos. New Phoenix compte 2 millions d'habitants. Nous détruirons d'abord leur défense orbitale, puis exigerons leur reddition. S'ils refusent, nous bombarderons la planète jusqu'à ce qu'ils implorent notre pitié. La flotte Krolex bondit en hyperespace, confiante dans son écrasante supériorité. Ils avaient déjà affronté des humains lors de petites escarmouches frontalières et avaient toujours gagné facilement. Ce serait pareil, mais à plus grande échelle. New Phoenix était un monde magnifique, avec des océans bleus et des continents verdoyants. La colonie humaine n'avait été établie que 10 ans auparavant, mais elle s'était rapidement développée. Des fermes couvraient les vallées fertiles et des villes parsemaient le littoral. Vue de l'espace, elle paraissait paisible et sans défense. À la recherche de défense humaine, rapporta l'officier des capteurs de Krolek. Je détecte des stations orbitales et quelques petits vaisseaux de patrouille, rien qui puisse menacer notre flotte. L'amiral Vos sourit avec impatience. Des communications ouvertes avec la colonie humaine exigent leur reddition immédiate. Mais la communication n'aboutit jamais. Alors que la flotte Krolex approchait de New Phoenix, un événement impossible se produisit. Les 500 navires de guerre disparurent tout simplement. Un instant, ils étaient là, emplissant l'espace de leurs coques massives et de leurs puissants moteurs. L'instant d'après, ils avaient disparu. Pas d'explosion, pas de débris, pas de signal de détresse. 500 navires et leurs équipages avaient disparu aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. La seule trace laissée était une brève signature énergétique qui s'estompa en quelques secondes. À la surface de New Phoenix, le capitaine Tony Rodriguez se tenait au centre de défense de la colonie, observant les écrans montrant l'espace vide où se trouvait la flotte Krolex. C'était un homme discret aux cheveux grisonnants, mais son regard était dur, marqué par l'expérience de nombreuses batailles. Défense. Grid annonce une activation réussie, annonça son assistante, le lieutenant Karen White. Tous les vaisseaux ennemis neutralisés. Tony hocha calmement la tête. Envoyez un rapport au commandement colonial. La force d'attaque Krolex est éliminée, sans aucune perte amie. New Phoenix reste sécurisée. Karen observa les écrans avec stupéfaction. Elle n'était sur New Phoenix que depuis 6 mois et n'avait jamais vu les nouveaux systèmes de défense en action. « Monsieur,
Qu'est-il arrivé à leurs vaisseaux? Ils ont tout simplement disparu. Technologie de déplacement de phase, expliqua simplement Tony. On les déplace ailleurs, là où ils ne peuvent blesser personne. Sont-ils détruits? Tony réfléchit à la question. Pas exactement. Ils sont dans un lieu entre les dimensions. Les équipages sont vivants, mais inconscients. Ils finiront par se réveiller, mais ils ne se souviendront plus comment ils sont arrivés là, ni comment revenir. La disparition de la flotte Krolex a provoqué une onde de choc au sein de la coalition galactique. Le chef de guerre suprême Brutax a d'abord refusé de croire les rapports. 500 vaisseaux ne disparaissent pas comme ça, rugit-il. Trouvez-les. Mais les vaisseaux n'ont jamais été retrouvés. Des flottes de recherche ont ratissé chaque système entre l'espace Krolex et le nouveau. Phénix, ils ne trouvèrent rien. C'était comme si la flotte avait navigué aux confins de l'univers. Les autres espèces extraterrestres commencèrent à comprendre que l'humanité avait développé des armes qui les dépassaient. Le général Texka convoqua une réunion d'urgence des dirigeants de la coalition. Nous devons reconsidérer notre approche, dit-il, son corps de cristal frémissant d'une énergie nerveuse. Les humains ont des capacités que nous n'avions jamais soupçonnées. Klax, le premier orateur, claqua des mandibules avec anxiété. Mais comment est-ce possible? Il y a 2 ans, les humains utilisaient que les mêmes armes de base que tout le monde. Maintenant, ils peuvent faire disparaître des flottes entières. La réponse est venue d'une source inattendue. Le docteur Elena Martinez avait été capturé par des extraterrestres 3 mois plus tôt, son vaisseau de recherche s'étant approché trop près de la ligne de blocus. C'était une scientifique humaine spécialisée en physique dimensionnelle, et les extraterrestres l'interrogeaient sur la technologie humaine. « Vous ne comprenez toujours pas », dit Elena à ses ravisseurs Vortani. Vous pensez que nous avons développé ces armes ces 2 dernières années? Non, nous possédons cette technologie depuis des décennies. Nous ne l'avons simplement jamais utilisée. L'agent Kieran, l'interrogateur Vortani, se pencha en avant. Pourquoi ne pas utiliser vos meilleures armes? Elena sourit tristement. Parce que nous espérions ne pas en avoir besoin. Les humains préfèrent résoudre leurs problèmes par le commerce et la diplomatie. Mais quand vous nous avez forcés à choisir entre la reddition et la survie, nous avons choisi la survie. « Quelles autres armes possédez-vous » demanda Kieran. « Nous avons choisi la survie. »« Quelles autres armes possédez-vous » demanda Kieran. « Je ne peux pas vous le dire, » répondit Elena. Mais je peux vous dire ceci. Le système de déplacement de phase utilisé sur la flotte Krolex est l'une de nos plus anciennes technologies. Nous avons développé des systèmes bien plus avancés pendant le blocus. Cette révélation a terrifié la coalition extraterrestre plus que la destruction de la flotte Krolex. Si les humains avaient dissimulé leurs armes les plus sophistiquées, personne ne savait de quoi ils étaient réellement capables. La terreur s'intensifia lorsque d'autres incidents commencèrent à se produire. Un groupe de pirates de l'espace attaqua un vaisseau marchand humain près de la zone neutre. Les pirates furent retrouvés 3 jours plus tard, dérivant dans l'espace à bord de leur vaisseau. Ils étaient vivants, mais totalement incapables de se souvenir de qui ils étaient, ni de ce qu'ils avaient fait. Un escadron de patrouille hélicoïdale qui s'était aventuré trop près de l'espace habité avait tout simplement cessé de répondre aux communications. Lorsque les vaisseaux de sauvetage les avaient trouvés,
les équipages étaient assis tranquillement à leur poste, le regard fixe, le regard vide. Ils restèrent ainsi pendant des semaines, avant de retrouver lentement la mémoire. Mais ils ne purent jamais se souvenir de ce qui leur était arrivé. Le plus effrayant était le signalement des capteurs longue portée. Des vaisseaux humains étaient détectés dans des régions lointaines de la galaxie, loin de l'espace humain connu. Mais lorsque des vaisseaux extraterrestres furent envoyés pour enquêter, ils ne trouvèrent rien. Les humains semblaient capables d'apparaître et de disparaître à volonté. L'ambassadeur Nathan Clark se tenait au centre de communication de la colonie de New Denver, prêt à envoyer un message à la coalition galactique. C'était un homme grand et à la voix calme, choisi spécialement pour pouvoir annoncer des nouvelles effrayantes sans paraître menaçant. Nathan s'adressa aux dirigeants de la coalition galactique d'une voix ferme et polie. L'humanité tient à vous informer que nous n'avons aucune rancune envers les espèces qui respectent nos frontières territoriales. Cependant, nous défendrons notre espace et notre peuple par tous les moyens nécessaires. Il marqua une pause, le temps d'assimiler les implications. Les récentes attaques contre des colonies et des vaisseaux humains ont échoué. Les futures attaques seront tout aussi infructueuses. Nous recommandons à tous les vaisseaux extraterrestres de se tenir à distance de l'espace humain pour leur propre protection. Le message fut diffusé à travers la galaxie, atteignant simultanément toutes les planètes extraterrestres. La technologie nécessaire à une communication aussi étendue n'existait dans aucune civilisation extraterrestre. Et pourtant, les humains y étaient parvenus sans effort. Orateur principal. Clax écoutait le message dans ses appartements privés, ses mandibules claquant de peur. Le ton poli des humains rendait la menace encore plus terrifiante. Ils n'étaient ni en colère ni agressifs. Ils énonçaient simplement leur capacité. Il n'essaie même pas de paraître intimidant, dit-il à son conseiller. C'est ce qui rend c'est si effrayant. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de nous menacer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas les arrêter. Le général Texka est parvenu à la même conclusion dans sa tour de cristal. Les humains étaient devenus quelque chose qui échappait à la compréhension de la civilisation galactique. Ils utilisaient des technologies qui ressemblaient à de la magie, apparaissaient et disparaissaient à volonté et pouvaient neutraliser des flottes entières sans un coup de feu. Le blocus censé contenir l'humanité l'avait au contraire libérée et l'avait rendue bien plus dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. Les extraterrestres avaient réveillé un géant endormi et ils commençaient à comprendre sa véritable puissance. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Jake Harrison avait conduit la délégation humaine hors de la salle d'assemblée galactique. La galaxie avait changé d'une manière imprévisible. Les routes commerciales millénaires contournaient désormais l'espace humain, telles des rivières coulant autour d'une montagne. Les vaisseaux évitaient totalement le territoire humain, non pas par interdiction d'y pénétrer, mais par crainte de ce qu'ils pourraient y trouver. Le capitaine Zara Moonwind pilotait son vaisseau marchand à travers ce qu'on appelait autrefois le secteur humain. Désormais, on l'appelait simplement la zone sombre. Sa soute était remplie de cristaux rares provenant de la planète natale des Vortani, destinée aux colonies nébuleuses.
C'était une transaction de routine, hormis le détour qu'elle devait effectuer. Pourquoi devons-nous aller si loin? Autour? Demanda son jeune navigateur Pip. Il était novice en matière de voyages spatiaux et ne comprenait pas les règles tacites qui régissaient le commerce galactique. Parce que c'est l'espace humain, expliqua Zara en désignant la zone vide sur ses cartes du ciel. Plus personne n'y va. Mais pourquoi sont-ils dangereux? Zara observa la région vierge où les mondes humains étaient autrefois marqués. Personne ne le sait. Les vaisseaux qui pénètrent dans l'espace humain n'en reviennent pas. Pas détruits, juste disparus. Les humains n'empêchent personne d'y entrer, mais personne ne repart jamais. Ce que Zara ignorait, c'est que des vaisseaux humains observaient son vaisseau de loin. Elle ne pouvait l'imaginer. La commandante Lisa Wright se tenait sur la passerelle du vaisseau Horizon de l'Alliance coloniale terrienne, observant le vaisseau marchand extraterrestre grâce à des capteurs capables de détecter un seul atome à des années-lumière. Un autre vaisseau marchand évitait notre territoire, rapporta son opérateur de capteurs, le lieutenant Paul Green. C'est le 15e cette semaine. Lisa hocha la tête. C'était une femme d'âge moyen aux cheveux bruns courts et aux yeux perçants, qui avait vu la transformation de la civilisation humaine. Ils ont toujours peur de nous. 5 ans plus tard, ils ne comprennent toujours pas ce que nous sommes devenus. L'horizon lui-même témoignait de l'évolution de l'humanité. Le vaisseau mesurait 5 kilomètres de long et était alimenté par des sources d'énergie inexistantes dans les bases de données technologiques extraterrestres. Sa coque était faite de matériaux pouvant exister simultanément dans plusieurs dimensions. Plus important encore, son fonctionnement était basé sur des principes qui faisaient passer les voyages spatiaux traditionnels pour des explorations à 4 pattes. Des nouvelles de la coalition galactique? Demanda Lisa. Il continue d'envoyer des cadeaux. Paul répondit avec amusement. Des métaux rares, des œuvres d'art, des données scientifiques, tout cela largué aux confins de notre territoire, accompagné de messages invitant au dialogue. Lisa sourit. Et notre réponse? La même que d'habitude. Nous acceptons les cadeaux et les remercions, mais nous ne répondons pas à leurs questions. En réalité, l'humanité n'avait plus besoin de ce que la civilisation galactique pouvait offrir. Le président Kevin Turner était assis dans son bureau sur Terre, lisant des rapports qui auraient ressemblé à de la science-fiction il y a quelques années à peine. Les colonies humaines existaient désormais dans des dimensions indétectables par les capteurs extraterrestres. Les vaisseaux humains pouvaient parcourir en quelques heures des distances que d'autres espèces mettaient des mois à franchir. Les scientifiques humains avaient résolu des problèmes auxquels les civilisations extraterrestres étaient confrontées depuis des millénaires. La production alimentaire a augmenté de 400% dans toutes les dimensions, a rapporté la secrétaire à l'agriculture Mary Collins. Nous cultivons désormais des cultures dans des réalités où le temps s'écoule plus vite, récoltant des décennies de croissance en quelques jours. La population? Demanda Kevin. Stabilité à des niveaux confortables sur tous les mondes principaux, avec de nouvelles colonies établies dans des dimensions parallèles selon les besoins. Pas de surpopulation, pas de pénurie de ressources. Armée. Statut. Le secrétaire à la Défense, Robert Clark, semblait légèrement mal à l'aise. « Monsieur, nous n'avons plus vraiment d'armée, du moins pas au sens traditionnel du terme. Nos capacités défensives sont désormais intégrées à l'infrastructure fondamentale de notre civilisation. Chaque monde humain, chaque vaisseau,
chaque installation peut se défendre automatiquement. C'était la réalité qui terrifiait la coalition galactique. L'humanité avait évolué au-delà du besoin d'armées, de flottes ou d'armes, sous quelque forme que ce soit. Ils étaient devenus une civilisation post-pénurie, fonctionnant selon des principes que le reste de la galaxie ne comprenait pas. Dans la salle d'assemblée galactique reconstruite sur Kepler Prime, un nouveau groupe de représentants extraterrestres se rassembla pour ce qu'ils espéraient être une nouvelle chance de négocier avec l'humanité. La salle était plus petite maintenant, et l'atmosphère était bien différente de celle d'il y a 5 ans. La peur avait remplacé l'arrogance. Le premier président Klax, désormais beaucoup plus âgé et plus prudent, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour une dernière tentative de communication avec l'espèce humaine. Tous les efforts précédents avaient échoué. Le corps de cristal du général Texka était plus pâle qu'avant. Peut-être devrions-nous considérer que les humains ne nous considèrent plus comme pertinents à leur existence. C'était la pensée qui empêchait les dirigeants extraterrestres de dormir. Les humains ne les avaient ni conquis ni détruits. Ils les avaient simplement dépassés. C'était comme être ignorés par les dieux. Les livraisons de tribus continuent, rapporta Whisper, sa forme gazeuse plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les humains acceptent nos dons, mais ne nous offrent rien en retour. Aucune communication, aucune reconnaissance, aucune menace. Rien. L'amiral Corks, toujours aux commandes de la flotte de blocus devenue inutile, ajouta ses propres observations. Mes vaisseaux rapportent la même chose chaque jour. L'espace humain semble vide à nos capteurs, mais nous savons qu'il regorge d'activités que nous ne pouvons détecter. Ils existent dans des couches de réalité invisibles. La réunion a duré des heures, mais elle a toujours abouti à la même conclusion. Les extraterrestres avaient perdu contact avec l'humanité non pas à cause de la guerre ou d'un conflit, mais parce que les humains avaient transcendé les limites qui régissaient l'existence de tous. Dans la colonie humaine de Nouvel Horizon, le docteur Monica Hayes travaillait dans son laboratoire sur des technologies qui auraient été impossibles quelques années auparavant. Elle avait maintenant plus de 70 ans, mais les progrès de la médecine humaine avaient rendu l'âge presque insignifiant. Son esprit était plus vif que jamais et ses recherches continuaient de repousser les limites du possible. Le projet Dimensional Gateway est prêt à être testé, a-t-elle indiqué au président Turner lors de leur conférence hebdomadaire. Nous pouvons désormais créer des portails permanents entre deux points de l'espace, quelle que soit la distance. Des applications militaires ? Demanda Kevin. Monica secoua la tête. Nous avons dépassé le stade des applications militaires. Il s'agit d'exploration, d'expansion dans des régions de l'univers que personne n'a jamais vues. Nous ne nous préparons plus à la guerre. Nous nous préparons à des merveilles. C'est ce que les extraterrestres ne comprenaient pas. L'humanité avait atteint un niveau de développement où le conflit n'était plus nécessaire, ni même intéressant. Elle avait résolu les problèmes de pénurie, de distance et de limitation qui avaient caractérisé la civilisation galactique pendant des millions d'années. De retour dans la salle d'assemblée galactique, les représentants extraterrestres ont finalement admis leur défaite. Nous devons accepter que les humains sont hors de notre portée, dit Klax. Ils existent dans notre galaxie, mais ils ne font plus partie de notre réalité. Que faisons-nous maintenant?
demanda un jeune représentant d'Helix. Nous continuons comme nous l'avons toujours fait, répondit Texca. Nous commerçons, nous négocions, nous nous battons parfois, mais nous le faisons en sachant que des humains nous observent, depuis des dimensions que nous ne pouvons voir, avec des capacités que nous ne pouvons imaginer. Sommes-nous à l'abri d'eux? Insista le jeune représentant. Clax réfléchit attentivement à la question. Les humains ne nous ont jamais menacés depuis qu'ils ont abandonné les négociations de paix. Ils auraient pu détruire nos flottes, conquérir nos mondes, asservir nos populations. Au lieu de cela, ils nous ont simplement laissés tranquilles. Je pense que c'est le plus terrifiant. Sur le pont à l'horizon, le commandant Lisa Wright reçut de nouveaux ordres de la Terre. L'alliance coloniale terrienne se préparait à s'étendre dans des galaxies au-delà de la Voie lactée, explorant des régions de l'espace où aucune vie connue n'existait. Cap sur les confins de la galaxie, ordonna Lisa. Nous allons voir ce qui se cache au-delà des ténèbres. Alors que l'horizon s'éloignait, ces capteurs sophistiqués détectèrent le vaisseau marchand extraterrestre qui continuait son détour prudent autour de l'espace habité. Lisa l'observa un instant, se souvenant de l'époque où l'humanité était elle aussi limitée à de si lents et prudents voyages entre les étoiles. Penses-tu qu'ils comprendront un jour ce que nous sommes devenus? Demanda Paul. Lisa réfléchit à la question tandis que les étoiles filaient devant l'écran à des vitesses défiant la physique conventionnelle. Peut-être un jour. Mais d'ici là, nous serons probablement encore plus différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Le vaisseau humain a disparu dans des dimensions sans nom, laissant derrière lui une galaxie où 12 espèces extraterrestres ont continué leurs anciens modèles de commerce et de conflit, sans jamais savoir que leurs anciens voisins étaient devenus quelque chose qui transcendait toute leur compréhension de ce que la vie pouvait accomplir. Dans l'espace vide où se trouvait l'horizon, la réalité ondulait légèrement, puis revenait à la normale. La seule preuve de l'existence de l'humanité dans cette galaxie résidait dans les offrandes périodiques laissées par des extraterrestres reconnaissants aux confins de ce qu'ils appelaient encore l'espace humain, offrandes à des êtres qui s'étaient déplacés si loin d'eux que toute communication était devenue impossible. Les humains n'avaient pas conquis la galaxie, ils en étaient sortis.